Bienvenue dans la 3e saison du podcast Nouvelle Conscience. Dans ce podcast, je t'invite tous les mois à rencontrer des chercheurs, artistes, rêveurs d'un nouveau monde dans lequel résonne la mélodie d'une nouvelle conscience écologique et planétaire. Je suis Manon Sala, doctorante en sociologie et en sciences de l'éducation. Je m'intéresse à l'émergence d'un soi écologique dans un contexte social en pleine transformation. Alors, es-tu prêt, prête à me joindre dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience? Aujourd'hui, je reçois Mathilde Ramadier au micro de Nouvelle Conscience. J'ai découvert les écrits de Mathilde Ramadier au travers de ses textes sur l'écologie profonde, notamment concernant le philosophe, alpiniste et activiste norvégien Arne Næss. Mathilde Ramadier se sert de l'art comme support d'émancipation. Dans ses bandes dessinées et dans ses livres, elle questionne les paradigmes dominants, dans une quête de liberté au service d'un engagement pluriel qui englobe la complémentarité des luttes et des domaines d'action. Je suis heureuse de vous partager cette discussion sur l'écologie profonde et sur ses liens d'interdépendance qui structurent et assurent la trame du vivant. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Mathilde Ramadier. Bonjour. Je suis vraiment ravie de vous inviter au podcast Nouvelle Conscience. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir, merci. Donc vraiment, j'ai découvert vos travaux en fait en faisant mon travail de recherche pendant ma thèse. Et j'ai été très touchée en fait de voir enfin un auteur, une autrice francophone parler d'écologie profonde, traduire les textes d'Arne Næss, s'intéresser à son parcours, puisque moi c'est un peu l'auteur principal de ma thèse. Voilà, je suis vraiment heureuse qu'on puisse échanger à ce sujet. C'est la première fois qu'on l'aborde vraiment en profondeur sur le podcast, donc c'est important pour moi. Merci, ça l'a été pour moi aussi, très important. Ouais. Ouais, on va venir questionner ça justement, votre rencontre avec cet auteur, également ce qui guide votre inspiration, votre engagement qui est positionné, multidimensionné sur plein d'aspects. Et peut-être avant de commencer, Mathilde, j'aimerais vous proposer de vous présenter avec le cœur de la façon dont vous le souhaitez. Alors, je m'appelle Mathilde, je suis née dans la Drôme, une région connue pour ses engagements écologiques depuis longtemps. J'ai commencé à voyager au moment où je suis devenue autrice, juste après mes études de philosophie, qui avaient été précédées par des études d'art appliqué. Et j'ai toujours tenté de garder ce double appui à la fois sur le texte et sur l'image, de faire travailler ma tête mais aussi mes mains. C'est pas toujours évident tous les jours, mais c'est cet équilibre qui m'offre la liberté aujourd'hui de publier des livres comme je l'entends et de me sentir libre, voilà, de publier à la fois de la bande dessinée, des essais, d'écrire des formes aussi plus courtes, parfois plus académiques aussi ou plus libres. Et je m'attache à des sujets comme ils viennent à moi, les grands sujets contemporains qui nous occupent tous, l'écologie, le féminisme, le monde du travail. Mais j'essaie aussi de me diriger de plus en plus vers la fiction pour inventer de nouvelles perspectives, réfléchir à de nouveaux futurs. D'accord. Oui, à ce que j'entends, il y a vraiment un besoin de liberté qui s'exprime à la fois dans les thématiques choisies, mais aussi dans les modalités d'expression, puisque vous faites aussi des collages, voilà, vous dessinez, vous avez dessiné vos propres bandes dessinées. Et qu'est-ce qui vous guide en plus de la liberté dans vos choix d'expression? Alors, c'est vrai que les études d'art que j'ai faites, par lesquelles je suis passée, on peut avoir l'impression que je m'en suis éloignée puisque mon activité principale c'est d'écrire, mais en réalité elles sont très présentes toujours. Alors j'ai dessiné une seule de mes bandes dessinées et c'était, je l'avoue, très difficile. D'accord. Je fais de la bande dessinée, je préfère m'associer avec quelqu'un. Les échanges sont plus foisonnants, le résultat est plus riche. Mais je suis designer graphique d'une première formation. Et là aussi, ça peut paraître très éloigné du travail de philosophie, mais en fait, c'est aussi un travail, une démarche dans laquelle on réfléchit au sens des choses
à la signification, au symbole, où on essaie d'aller vers l'essentiel d'un concept, de traduire autrement une idée. Donc moi, je vois des passerelles possibles et je travaille toujours en tant que graphiste. C'est assez rare, mais ça arrive. Et cette liberté, comme vous l'avez souligné, elle se traduit dans les sujets choisis, mais elle se traduit aussi dans ma pratique, dans la façon que j'ai trouvé d'exercer mon métier, le métier d'auteur, qui a en fait le même statut que les artistes en France. Hein, on dit artiste-auteur et c'est pas pour rien. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi de rester complètement indépendante. Donc voilà, je ne suis plus à l'université depuis que j'ai terminé mes 2 masters. Ça me manque pour certaines raisons, mais je suis aussi très heureuse de pouvoir écrire des livres à mon rythme sur des sujets qui me plaisent sans être obligée de suivre une ligne très prédéfinie. Oui, oui, oui. Et vous écrivez donc à la fois, comme je l'ai mentionné, sur l'écologie profonde. Vous avez récemment publié aux éditions Actes Sud Jeunesse une bande dessinée pour enfants, mais vous avez également écrit ce grand essai Vivre fluide qui a été un grand succès donc sur la bisexualité féminine. Donc finalement, est-ce qu'il y a des ponts selon vous entre ces façons de parler du monde et de s'engager dans celui-ci? Le pont le plus évident à mes yeux, c'est ma propre vie. En fait, ce sont des sujets qui sont reliés entre eux par ma propre expérience, ma personnalité et plus égoïstement par mes souhaits, mes envies aussi, qui peuvent varier. Mais sinon, le trait commun, je le vois aussi dans ce qu'ils incarnent de nos luttes. En fait, ce sont souvent des sujets militants qui sont là pour défendre des minorités, pour rendre justice à quelque chose. Ce qui m'a motivée à écrire ce livre sur la bisexualité, c'est outre mon intérêt personnel pour le sujet, le fait que je me suis rendu compte, en parlant avec mon éditrice il y a 3 ans précisément, printemps 2021, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de livre sur le sujet et que les personnes bisexuelles ou pansexuelles, ça dépend comment on les appelle, sont vraiment un angle mort des études féministes et de la galaxie LGBT aujourd'hui. Qui ne cesse de s'allonger d'ailleurs, mais voilà, les personnes bisexuelles n'ont que très rarement été prises au sérieux. Et c'est tout à fait ce genre de constat en fait qui va me donner envie de creuser un sujet et de lui accorder un travail de recherche et in fine un livre. D'accord. Est-ce que du coup, c'est ce même processus qui a été en œuvre quand vous avez décidé d'écrire sur un NS? Tout à fait. Et ce processus souvent naît d'une discussion tout à fait euh, simple, quotidienne, banale, avec un éditeur, une éditrice ou des amis. Et c'est exactement ça qui s'est passé avec Arne Ness. Je venais de terminer mes études de philosophie à l'École normale supérieure à Paris en 2011. Et je me suis installée à Berlin. Et dans ma promo à Paris, il y avait 2 étudiants norvégiens avec qui je me suis liée d'amitié. Et c'est vrai que la Scandinavie m'attirait depuis très longtemps. Peut-être parce que ce sont des paysages très différents des massifs méditerranéens que je connais de mon enfance. Euh, et donc je suis partie en Norvège une première fois en 2010. Je suis tombée amoureuse du pays. Je suis allée tout au nord dans les îles Lofoten et c'était vraiment le voyage le plus extraordinaire que j'avais jamais fait. Et après mes études en 2012, je suis allée rendre visite à mon amie norvégienne, Kaya, qui habite sur la côte ouest. Et c'est elle en fait qui m'a parlé. Un jour, on faisait une randonnée, donc vraiment, on était comme dans la vie d'Arnenès. Et elle m'a demandé si je le connaissais et j'avais à cette époque jamais encore travaillé sur l'éthique environnementale. Euh, Arnonès venait d'être traduit en français puisqu'il y avait eu donc deux parutions en 2008 et en 2009 aux éditions Dehors et aux éditions Wild Project qui sont basées à Marseille et qui ont beaucoup fait d'ailleurs pour l'introduction en français de grands penseurs de l'écologie nord-américains notamment. Et donc voilà, je me suis empressée d'acheter ces 2 livres, donc l'œuvre majeure d'Arnonès, écologie, communauté et style de vie, et, euh, et l'autre qui est en fait un entretien avec son ami philosophe et musicologue David Rothenberg.
Et je les ai lus et ça m'a captivée. Je me suis dit, c'est incroyable en fait de n'avoir jamais entendu parler de cet auteur en France. Pourquoi est-ce qu'on a un train de retard comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai d'abord décidé d'en faire une bande dessinée. Donc en 2013, j'en ai parlé à mon éditeur de bande dessinée aux éditions Futuropolis. Et j'ai construit avec le dessinateur Laurent Bonneau une fiction autour d'un personnage qui est ingénieur français et qui est envoyé en Norvège, un peu comme je l'ai été moi avec mon voyage, et qui découvre la nature là-bas, vraiment un autre écosystème, à une latitude extrêmement élevée, où la ligne forestière est très très basse, où vraiment il y a tous ces fjords qui sont incroyables et qui sont les témoins de l'époque glaciaire. Et cet ingénieur est envoyé là-bas en fait pour travailler sur des gisements de pétrole. Et tout à coup, il doute. Et Mhm. en filigrane, il y a donc la pensée d'Armenès et les bases de l'écologie profonde qui émergent. Et donc voilà, ça a été mon premier projet de livre, d'abord sous forme de bande dessinée, que j'ai décidé ensuite de creuser avec une anthologie de textes traduits du norvégien et de l'anglais vers le français, et qui a été publiée aux éditions du Seuil dans la collection Anthropocène. Oui, c'est le livre Unicosophie pour la vie, c'est Tout à celui-là. fait. Oui. Ouais, ouais, bah moi c'est le premier que j'ai rencontré et qui m'a aussi bouleversée. Vous y parlez notamment d'écologie profonde, hein, qui est finalement la vision globale de l'écologie d'Arménès. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce qu'est une écologie profonde, comment elle se distingue de ce qu'il appelle la shallow écologie, l'écologie superficielle? En effet, le terme apparaît pour la première fois dans un article fondateur qui date de 1973 et dans lequel il donne le nom d'écologie profonde par opposition à ce qu'il nomme par ailleurs écologie superficielle, et qui serait selon lui un ensemble de mesures de surface visant à améliorer le niveau de vie des populations occidentales et à soigner finalement le symptôme et non pas la source du problème. Donc d'agir comme un pompier qui vient peut-être arroser un peu le feu, mais sans se demander d'où vient le feu. Et donc l'écologie superficielle, c'est aussi un peu ce qu'on appelle aujourd'hui le greenwashing, ou enfin c'est ce dont le greenwashing serait aussi le signe. Euh, et donc voilà, c'est le tri des déchets, tous ceux derrière quoi un peu on se cache pour se faire croire qu'on agit vraiment. Tandis que l'écologie profonde invite à revoir notre système de pensée en profondeur, de réévaluer la place de l'humain au sein des écosystèmes, et de revoir complètement par conséquent l'impact que l'on a sur ce que l'on a pris pour habitude d'appeler l'environnement. Euh, Mhm. alors en norvégien, l'environnement se dit milieu, avec avec le fameux O barré norvégien. Donc il y a la même dans la langue norvégienne, il y a la même problématique en fait autour de ce concept en fait qui vise à nous faire croire que nous sommes au centre du reste, de ce reste qui n'est pas nous, la nature. Et donc voilà, Armenès fait partie de ces pionniers de la pensée écologiste que nous connaissons aujourd'hui, sans pour autant avoir été nommé pendant très longtemps. Voilà, son œuvre qui a été traduite en français donc en 2008 date de 1989 pour l'édition anglaise. Il Mhm. l'avait écrite avant en norvégien et voilà, elle a été publiée aux États-Unis en 89. Donc il y a plus de, oui, il y a 20 ans d'écart entre les deux, et c'est tout à fait regrettable. Oui. D'après vous, comment expliquer ce retard justement du coup, dans le fait de plonger dans ces textes, le fait que la traduction soit si tardive? Est-ce que son écologie peut faire peur, peut remettre en question beaucoup de choses dans notre façon de vivre, dans notre Oui, style bien de vie? sûr. Alors, le blocage, il a eu lieu en France, mais il a eu lieu beaucoup moins aux États-Unis, hein, donc ça a été traduit plus vite. C'est aussi parce qu'il a été professeur à Berkeley. Il a été invité deux fois à la fin des années 50 et à la fin des années 60. Donc, il avait déjà une notoriété là-bas. Il écrivait en anglais, évidemment. Euh,
En France, c'est un ensemble de choses. Alors, il y a eu l'ouvrage dévastateur de Luc Ferry qui est paru en Mm. 1992 et dans lequel il évoque notamment Arnonès et l'écologie profonde en le taxant d'intégriste, de fasciste vert, d'anti-humaniste, puisque donc il y a un gros malentendu en fait sur l'un des piliers de la plateforme de l'écologie profonde. Hein. C'est ce que Arnonès en fait a bâti une sorte de charte philosophique qu'il a nommée plateforme, justement pour éviter de créer une école de pensée qu'on devrait suivre à la lettre. Hein. Il préférait cette image de la plateforme en fait qui sans cesse peut être construite, prolongée, habitée. Et dans cette plateforme, il y a un principe, le principe de l'égalité en fait entre les différentes espèces et qui est une égalité de principe. Il dit que tous les êtres vivants ont une valeur intrinsèque, une valeur en soi, qui ne dépend pas de l'usage que l'on peut en faire. Et donc, en d'autres termes, un animal non humain ne doit pas gagner en valeur uniquement parce qu'il nous est utile, mais on doit considérer la préciosité de son existence de façon indépendante. Et ça, notamment, ça a fait scandale puisque, notamment, entre autres, Luc Ferry a, a écrit que c'était un anti-humanisme, que ça visait à dire que les droits des animaux non humains passent avant les droits des humains, que la nature doit passer avant l'homme, en fait, si je résume encore plus, alors qu'en fait, Armenès dit que nous faisons partie de cette nature, nous faisons partie de ces écosystèmes au même titre que les autres espèces et que, évidemment, nous pouvons abattre un animal s'il en va de notre survie, mais que nous devrions nous interroger, en fait, sur Mhm. le nombre d'espèces que nous mettons à mort au nom d'un principe de supériorité. Euh, voilà. Mm, oui. Oui, ce qui est intéressant, et d'ailleurs c'est le titre de votre livre, c'est que vous parlez d'une écologie joyeuse. Donc Arnénès, d'après ce que j'en ai compris aussi, c'est vraiment ça s'instaure donc son écologie dans un style de vie, dans une façon d'être au monde, et pas forcément dans une refonte globale de nos institutions. Il est aussi ancré dans ce système et pas en marge, même s'il décide d'aller aussi s'isoler dans sa cabane, le Zwergheisten. Et donc, d'après vous, comment ça peut se concrétiser dans un modèle de type capitaliste, extractiviste? Est-ce que ça peut s'institutionnaliser ou est-ce qu'on est plutôt dans voilà, dans un côté un peu plus personnel d'un être au monde au quotidien? Je pense que les deux vont de pair, que on a tous évidemment intérêt, on peut avoir certains changements de vie possibles à notre portée, pas tous, et Armenès en a fait aussi l'expérience, c'est-à-dire que, comme vous l'avez souligné, il avait aussi une vie mainstream, il vivait dans la capitale de son pays, même si, bon, Oslo est beaucoup plus petit que Paris. C'est une ville qui a été industrialisée alors très vite, mais plus tard. Euh, et en effet, il avait ce poste à l'université. Il cochait finalement toutes les cases de la vie d'un intellectuel, mais avec des particularités qui ont alimenté par ailleurs sa joie de vivre et le fait que personnellement, je trouve qu'il a eu une vie très riche, une vie fascinante, qui s'est épanouie, qui s'est exprimée au-delà des murs de l'université. Donc, il avait effectivement construit cette cabane quand il avait 25 ans, une cabane assez spartiate, mais avec tout le confort nécessaire sur un plateau à 1000 mètres d'altitude entre Oslo et Bergen, oui. La cabane de Tvergastein, dans laquelle il s'isolait dès que possible pour écrire et dans laquelle il passa au total 12 années cumulées. Il avait son appartement à Oslo, mais voilà, dès qu'il le pouvait, il s'isolait pour marcher, pratiquer l'escalade, l'alpinisme, réfléchir, lire, écrire. Peu de personnes étaient autorisées à le suivre là-bas. Et par ailleurs, c'est un pionnier de l'alpinisme en Norvège. Il a mené plusieurs expéditions en Himalaya, mais aussi des expéditions qui venaient en soutien aux populations Sherpa en Himalaya,
des expéditions qui visaient aussi à manifester pour que certains sommets restent inaccessibles, restent fermés au public, parce que ce sont des montagnes sacrées pour ces peuples-là, mais aussi pour préserver ces montagnes, pour préserver les écosystèmes qui y sont impliqués. Et donc voilà, Armenès a tenté de montrer comment on peut conjuguer en fait cette philosophie de vie et ces convictions avec les contraintes et les exigences de la vie moderne, sans s'interdire pour autant de voyager. Alors bon, je sais pas s'il aurait fait la même chose aujourd'hui, mais pour le coup, il aime beaucoup l'avion, mais il s'arrangeait toujours, voilà, pour joindre plusieurs choses et donc donner une conférence et en profiter pour mener une expédition en alpinisme, militer pour quelque chose. Il a été très actif aussi sur le terrain. Il a été le premier secrétaire de Greenpeace. Et il a cultivé, c'est une certaine, plus qu'une joie, je dirais une certaine fantaisie aussi. Les témoignages, en fait, montrent que c'était quelqu'un d'assez atypique dans sa personnalité. J'ai eu la chance de rencontrer son épouse plusieurs fois qui m'a ouvert ses portes à Oslo et c'était voilà quelqu'un de très spontané qui était capable en plein milieu d'une discussion de dire ah ben en fait je vais redescendre, je vais repartir en rappel en descendant par le balcon et puis voilà quelqu'un d'extrêmement spontané en fait d'assez transparent aussi dans ce qu'il pensait et qui a vécu très longtemps, qui est mort quasi centenaire. Et à l'âge de 90 ans, on le voyait encore s'essayer au roller dans les rues d'Oslo pour distribuer des tracts pour Greenpeace. Et je trouve que c'est une image, c'est une personnalité très inspirante et ça fait partie de ces personnalités qui donnent envie de s'engager, qui donnent envie, qui sont un modèle. Et c'est ce qui m'est apparu quand je l'ai découvert il y a quelques années maintenant, en 2011. Il y a plus de 10 ans, je me suis dit, voilà, c'est ce genre de modèle dont on a besoin, qui soit pas uniquement basé sur quelque chose de punitif, sur quelque chose d'alarmiste. Évidemment, il y a cette composante-là aussi dans ces textes. Il est tout à fait lucide sur l'état de notre planète, mais tout en donnant des clés d'engagement et des pistes possibles pour un nouveau modèle de société. Oui. Et peut-être aussi ce qui distingue Armenès d'autres penseurs ou d'autres activistes, c'est que lui, il s'inscrit pas dans une forme de morale. Il dit que ça va vraiment bien au-delà de ça. C'est vraiment une identification dans une forme de réalisation de soi. Donc c'est vraiment en fait un engagement guidé par ses émotions, ses affects. Et ça vient toucher à notre identité profonde. Pourquoi lui, d'après vous, il refusait finalement de se limiter à une forme de morale pour guider les actions, en essayant d'aller plus loin, en étant à l'écoute des affects, des émotions dans l'engagement? Parce qu'il pensait que pour s'engager pour une entité autre que soi, le meilleur moyen d'y arriver, c'est de s'identifier. Et que ce processus d'identification a commencé chez lui lorsqu'il était enfant et que justement il partait en vacances avec sa famille dans le cottage familial, le petit chalet situé donc très proche de là où il a fait ensuite construire le sien. Et là, il passait des heures, enfant, à jouer avec les petits insectes, avec tout ce qu'il trouvait, avec le petit ruisseau qui passait devant la maison, avec les cailloux. Une enfance assez solitaire puisqu'il avait des frères et sœurs qui étaient plus âgés que lui. Et il raconte ça très bien dans ses livres. Il dit que c'est là que, selon lui, ce processus d'identification à plus grand que soi a commencé. Et c'est là, c'est avec ça qu'il a développé ensuite son concept de petit soi et de grand soi. Petit soi noté avec un petit S et grand soi noté avec un S majuscule, pour montrer qu'il y a un processus d'imbrication, en fait, de même que nous sommes imbriqués en tant qu'espèce dans la biosphère, dans l'écosphère, comme les autres espèces, et ça permet de faire disparaître un système hiérarchique pyramidal, en fait. Et ce processus d'identification, selon lui, c'est très important. Il doit se cultiver dès l'enfance, dès l'école, dans la vie familiale, mais aussi c'est le rôle de l'école.
Il a notamment œuvré en tant que professeur d'université à une refonte du système éducatif en Norvège pour les épreuves du bac, qui comprennent par la suite en fait une sorte d'année c'est entre une année de prépa et une année de formation générale en fait de culture générale. Il a œuvré en fait pour décloisonner les disciplines aussi. Et je pense que ça participe d'un même mouvement voilà, de partage, d'identification à l'autre, de mise en commun des savoirs, de vivre ensemble, tout simplement. Oui. Et est-ce que vous pensez que cette identification est toujours actuelle alors que la plupart des citoyens, citoyennes vivent en ville et n'ont malheureusement pas cette chance d'aller à la rencontre, d'aller s'identifier à d'autres vivants? Comment, voilà, dans ce contexte urbanisé, cultiver en fait cette forme de reliance? C'est en effet très difficile et c'est pas donné à tout le monde. Arne Ness a eu la chance de grandir dans un pays qui est devenu prospère et grâce au pétrole, donc c'est assez cynique. Mais aussi dans un pays, c'est surtout ça que je souhaite souligner, où la capitale est petite et où on peut s'extraire très facilement. Quand on est à Oslo aujourd'hui, on prend le métro jusqu'au terminus et on peut prendre ses skis sur les épaules. On est tout de suite en forêt, au bord des lacs. Donc évidemment, c'était plus facile de prôner ça depuis un pays qui ne compte que 5 millions d'habitants et qui est peu densément peuplé, qui est très vaste et qui comprend des étendues naturelles très très riches. C'est sûr que si on grandit en région parisienne, on n'a pas la même chance et je pense que là, il faudrait aussi revoir certains principes des programmes éducatifs et encourager un peu plus les sorties, ne serait-ce que dans les parcs, en lisière de forêt. Alors moi, voilà, je n'ai pas de solution politique à cela. On assiste quand même, c'est vrai que la plupart la grande partie de la population en France vit dans les villes et ailleurs c'est pareil, mais on assiste aussi à un exode urbain depuis quelques années. On voit que ceux qui peuvent le faire, dont les professions le permettent, ou qui se reconvertissent. Il y a un nouveau mouvement aussi de retour à la terre. Alors je ne pense pas que c'est ça qui résoudra tout, évidemment, et puis ça pose d'autres problèmes parce que ça apporte une nouvelle pression sur certains écosystèmes. Je pense notamment à certains massifs et certains plateaux qui sont pas très loin de chez moi dans la Drôme. Et il y a des problèmes aussi en eau qui se posent parce que d'un coup, il y a une explosion démographique. Il y a plus de voitures qui passent sur certaines petites routes. Donc, ça amène évidemment d'autres problèmes socioculturels, politiques, économiques, que je ne suis pas en mesure d'élucider. Mais Arnonès montrait vraiment déjà dans les années 70, en fait, qu'il y avait un problème dans notre façon de penser le vivre ensemble et de concevoir nos villes, en fait, de concevoir nos centres urbains dont on se rend tous dépendants pour tout, Oui. pour le travail, pour la mobilité, pour l'économie, pour les soins, l'approvisionnement en marchandises. Et il avait remarqué aussi que ces centres urbains donnaient lieu à des monstres tentaculaires que sont les zones périurbaines, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui la France moche. Et qui nous a littéralement avalé, hein, qui a avalé nos modes de vie, dont on essaie de se défaire en fait maintenant. Mais voilà, il avait vu un petit peu tout ça bien avant certains intellectuels et c'est ça aussi qui rend dommage le fait qu'il n'ait pas été traduit plus tôt. Je pense que ça aurait pu accélérer aussi certains chemins intellectuels aujourd'hui. Oui, oui, oui. Vous parlez dans votre conférence TEDx que vous avez donnée en 2019, vous, de la colère en fait, qui vous motive, qui est quand même présente. Vous donnez l'exemple aussi des militants qui sont guidés par cette colère. Donc vous, aujourd'hui, justement, est-ce que ce contexte, il vous donne de la colère, plus de l'espoir quant au travail qu'on peut créer, les nouvelles perspectives? Comment vous vous positionnez par rapport à tous ces chamboulements? La colère a été pour moi un moteur depuis le début, alors qui n'est pas forcément lié aux enjeux écologiques, mais la colère m'a aussi aidé
à m'impliquer dans des thématiques féministes, à m'indigner aussi face à ce que j'ai pu observer et vivre moi-même dans le monde du travail et notamment la culture start-up, qui est un nouveau capitalisme très sauvage. Arne Naess parle, lui, alors il parle plus de la joie, mais il parle aussi de la colère. En fait, il revient à Spinoza et aux théories des affects de Spinoza pour montrer que la colère, contrairement à la tristesse, est certes classée comme la tristesse en tant qu'affect négatif. On dit que ce sont des affects négatifs, mais que la colère, contrairement à la tristesse, est dynamique. La tristesse, en fait, nous plombe. C'est un affect négatif dont il est difficile de tirer quelque chose. Et on le voit bien avec les états dépressifs dont il est très difficile de se tirer. En fait, c'est que la tristesse n'amène aucune motivation pour se relever. La colère va nous traverser, elle va être, oui, elle va nous pousser vers l'activité, elle va nous pousser à sortir de nous-mêmes. D'ailleurs, on dit souvent quand on est en colère qu'on est hors de soi. Et donc, je pense que c'est un affect qui nous pousse à sortir de nous-mêmes et donc à essayer d'aller changer des choses dans ces causes extérieures à notre colère. La tristesse a aussi des causes extérieures, mais on se renferme sur soi-même, on se replie. La colère, c'est pas un repli. Quand on est en colère, on va voir les autres, on l'exprime, ça sort, il y a des mouvements. Et alors, je pense que la colère peut être néfaste et elle peut évidemment avoir des conséquences terribles quand elle n'évolue pas. Mais souvent, la colère peut se transformer en quelque chose. Elle va, à minima, se diriger vers les autres et créer une forme de solidarité. Elle va nous permettre d'entreprendre des choses, alors qui aboutissent pas forcément comme on le souhaiterait, mais elle nous met en action. Et je pense que par l'action, on peut sortir aussi de la joie, des petites victoires de temps en temps. Euh, et, et c'est effectivement quelque chose qu'on a. Ce qui est regrettable, c'est que la colère est très réprimée dans notre société, et en particulier chez les femmes qu'on va taxer d'hystérie. Or, cette colère, voilà, je dirais pas qu'il faut l'attiser comme un feu, mais il faut vraiment l'écouter et lui donner des moyens de servir à quelque chose, de devenir un ciment pour construire autre chose. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut assimiler cet affect de la colère au devenir actif dont parle Arne Naess? Finalement, Oui. cette mise en mouvement. Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Je pense que la colère peut y participer. Et à ce sujet, Arne Naess avait beau être un intellectuel, il expliquait que le devenir actif, en fait, cette mise en mouvement de soi et ce processus de réalisation de soi pouvait tout à fait s'enclencher quand on est physiquement en mouvement. Et donc, il invitait aussi à ne pas avoir qu'un travail intellectuel ou être assis à un bureau toute la journée, mais de vraiment valoriser aussi cette vie en plein air qui nous permet de devenir actifs. Alors là aussi, c'est pas un hasard que Arne Naess soit né en Norvège et qu'il ait vécu la plupart de sa vie en Norvège. C'est un pays où il existe une philosophie de vie assez populaire qui s'appelle la friluftsliv, la vie en plein air, littéralement. Et c'est vrai que les petits enfants norvégiens sont habitués beaucoup plus largement que nous, toutes couches sociales confondues, à vivre, à passer du temps dans la nature, à être en forêt, dans une nature d'ailleurs qui est beaucoup plus, voilà, qui est plus présente que chez nous, mais qui est aussi, qui est plus rude, avec des hivers qui sont très longs, très enneigés, la nuit polaire aussi quand on monte un petit peu en latitude. Et voilà, très tôt, les enfants apprennent à dormir dans la forêt, à faire du feu, à se débrouiller. Et c'est, selon Arne Naess, aussi une composante indispensable à à notre propre réalisation individuelle et notre réalisation en tant que collectif. Mm-hmm. Vous dites sur Instagram que vous êtes allé en Drôme aussi pour mener une existence lovée dans le vivant. Est-ce que c'est votre façon à vous d'aller vers cette forme de friluftsliv? Friluftsliv, oui, c'est dur à dire. Oui.
Oui, absolument. Alors c'est drôle parce qu'ici souvent on me colle l'étiquette de la néo-rurale. Mais en fait, moi j'ai grandi ici et quand j'en suis partie à 17 ans, j'avais soif d'autre chose. En fait, je voulais me former, je voulais étudier. Donc je me suis dirigée vers Paris, puis vers Berlin pour d'autres raisons, mais c'était pas vraiment l'ultra-urbanité qui m'attirait dans les villes. C'était le bouillonnement culturel, c'était le fait qu'il y avait plein de gens qui venaient d'ailleurs et ce que j'avais pas forcément connu quand j'étais petite à la campagne. Et j'ai fait le choix de revenir dans la Drôme il y a quelques temps, il y a quelques mois, et ce choix a été motivé notamment par le fait que je suis moi-même devenue mère et que j'ai envie que mes enfants grandissent au contact des écosystèmes, qui sachent faire la différence entre les arbres, qui reconnaissent les espèces d'insectes et j'ai eu la chance de pouvoir leur offrir ça. Et la Mhm. Drôme, il se trouve que la vallée de la Drôme notamment, et le Vercors, et la plaine autour de Valence, ce sont des endroits assez fertiles pour des initiatives associatives et écologiques. Il y a un gros tissu associatif ici, il y a beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de jeunes qui sont d'ici ou pas et qui reviennent, qui s'installent et qui vont monter des AMAP, des assos, qui vont faire de la permaculture, créer des tiers-lieux. Et je retrouve un peu de cette joie dont parlait, enfin même beaucoup, pas seulement un peu, de cette joie dont parle Armenès, en fait, cette joie d'entreprendre, cette joie de créer, plutôt de rester focalisé sur les destructions. Mhm. Euh, et je trouve que c'est un équilibre important aussi pour notre santé mentale, en fait, de continuer à entreprendre, à créer. Et je vois ici beaucoup de gens qui se sont reconvertis ou qui ont laissé s'épanouir un pan de leur personnalité qui sont revenus à une formation initiale ou qui se sont formés à autre chose. Et c'est très stimulant. C'est très stimulant. D'accord. Mhm. C'est aussi dans la Drôme qu'on trouve certains penseurs de l'écologie contemporaine. C'est ici qu'habitent Baptiste Morisot, Pablo Servigne, Alessandro Pignocchi depuis peu. Mhm. Et c'est un vivier, voilà, un vivier stimulant on n'est pas les premiers. Dans les années 70, il y avait déjà eu des vagues de retour à la Terre. Mhm. Moi, mon père, dans les années 70, militait contre le nucléaire dans la Drôme. C'était la terre aussi de Michel Rivasi, qui nous a quittés il y a peu de temps et qui était une militante anti-nucléaire, qui était députée et qui a grandi ici, elle aussi. D'accord. Donc finalement, oui, c'est un free club actif et pas uniquement dans la contemplation, dans l'imprégnation des autres écosystèmes. D'accord, merci beaucoup Mathilde. On va doucement arriver à la fin de la discussion. Pour vous, j'aimerais vous demander quelle serait la définition d'une nouvelle conscience. Comment vous vous positionneriez par rapport à cette expression? Alors, la nouvelle conscience, pour moi, ce serait quelque chose qui nous traverse complètement, euh, quelque chose qui nous permet de nous ouvrir, de ne plus être uniquement tourné vers nous-mêmes, mais de se positionner en fait par rapport à autrui et d'être traversé en permanence par tout ce qui se tisse, par tous les liens qu'on tisse avec les autres. Et je pense en fait à la définition que Sartre en donnait. Il disait que la conscience est là, et la conscience, elle nous traverse de part en part. Et c'est ce qui fonde notre condition humaine. Et c'est ce que j'aime beaucoup chez Sartre, et c'est ce que j'aurais envie d'essayer de reformuler ici, c'est que même si nous avons un inconscient qui nous gouverne beaucoup, nous sommes quand même capables de prendre des décisions et de rester libres. Et cette nouvelle conscience, pour moi, il faudrait que ce soit aussi une nouvelle définition de l'être ensemble et de notre liberté, tout en prenant en compte celle d'autrui et Hmm. de réapprendre à le faire vraiment. D'accord. D'accord. Et comment on peut vous suivre? On peut suivre vos publications. Vous avez récemment participé à un essai commun sur la condition des femmes en Iran. Voilà, comment on peut suivre un peu vos...
vos Alors, activités? je ne suis pas très forte avec les réseaux sociaux parce que je m'en méfie beaucoup, beaucoup, mais je suis quand même sur Instagram. Et sinon, j'ai un site internet qui est régulièrement mis à jour. Et ma prochaine publication, ce sera une bande dessinée. Elle sera publiée le 21 août aux éditions Futuropolis avec Élodie Durand au dessin. Et nous racontons l'une des premières grèves de femmes en France qui a eu lieu à la Manufacture des Tabacs de Marseille en 1887. Et là aussi, ça reprend un petit peu les thèmes de notre discussion. C'est une grande histoire de colère qui s'est transformée en joie puisque ça a été un épisode syndicaliste et féministe très très inspirant, très stimulant et qui est malheureusement absent de nos livres d'histoire. Mais bon, ce n'est pas très étonnant. Et voilà, ça va s'appeler La Belle de Mai. Ça a eu lieu, cette manifestation, cette grève a eu lieu dans le quartier actuel de La Belle de Mai. D'accord. Super, merci beaucoup Mathilde. Merci Manon, avec plaisir. Merci pour ton écoute. Si ce podcast t'a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Si ce n'est pas encore fait, tu peux aussi t'abonner au podcast. Ça se fait en un clic, ça prend 2 minutes et ça fait toute la différence pour moi. C'est en parlant du podcast autour de toi que tu lui permettras de se déployer. Alors n'hésite pas à m'écrire, à me donner des idées, de personnes à rencontrer, tes réflexions. Je suis toujours heureuse de vous lire, de vous répondre et puis d'entamer des conversations parfois surprenantes avec vous. Alors merci du fond du cœur pour ton soutien et je te dis au mois prochain.